Demain, vous allez avoir plusieurs centaines de milliers de familles qui vont rejoindre les familles en situation de pauvreté en Israël. Vous allez avoir des gens qui n'auront aucune solution financière. C'est aujourd'hui qu'il faut donner une réponse à ces gens-là. C'est pas demain, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois quand il sera trop tard, c'est maintenant. Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'association La Tête, la principale association d'entraide sociale en Israël. Et bien entendu, ce matin, on peut le dire, le social revient sur le devant de la scène alors que, on va dire, l'aspect médical de la crise semble être derrière nous. Il y a de moins en moins de malades, même si ce n'est pas encore terminé, bien entendu. Mais on a vu hier la colère des indépendants en particulier s'est exprimée contre le gouvernement. Et on s'achemine, on a le sentiment que l'on s'achemine vers une période de protestation et en tout cas de drames sociaux sans précédent dans l'histoire économique et sociale de l'État d'Israël. Comment, à votre avis, le gouvernement gère cette période? Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment, vous, en tant que président de la Tête, que le gouvernement fait assez pour les indépendants, pour ceux qui ont été mis en khalat, c'est-à-dire en congé sans solde au cours des dernières semaines? Écoutez, il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, on se trouve en ce moment dans une espèce de zone grise où on est surtout en train de gérer des effets d'annonce du gouvernement sur le soutien aux personnes en difficulté. Il y a eu effectivement la distribution d'une bourse pour les familles à destination des enfants. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que le gouvernement ait choisi dans un premier temps de distribuer ce soutien aux familles de manière universelle. C'est-à-dire que les familles aisées du pays ont reçu exactement la même aide financière que les familles les plus nécessiteuses, alors qu'on a un besoin désespéré de cet oxygène-là sur le terrain à destination des populations qui sont les plus touchées par la crise du coronavirus. Alors, donc on est perdu dans une liste d'effets d'annonce qui chaque jour s'allonge. On est perdu dans la concurrence entre les différents ministères qui chacun fait une surenchère d'annonces sur ce qu'ils vont faire à propos de la crise. Et d'un autre côté, ces aides-là tardent de se réaliser et d'arriver sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, si la société israélienne tient, si nous avons affronté plus ou moins la première vague du coronavirus avec, je dirais, un effet social limité, c'est d'abord et avant tout grâce au secteur associatif qui est tout de suite monté au créneau et qui a été le premier à faire face à ce tsunami social, parce que d'abord et avant tout, la crise auquel nous sommes face aujourd'hui est une crise sociale. Si on compare des chiffres, 1 million de personnes au chômage technique. Dans ces 1 million de personnes au chômage technique, des centaines de milliers de gens qui étaient au salaire minimum et qui sont les couches les plus défavorisées de l'État d'Israël et qui vont probablement expérimenter une difficulté énorme à retrouver du travail. D'un autre côté, les gens qui souffrent du coronavirus, les chiffres sont complètement disproportionnés. C'est 1 million en face de milliers de personnes. Les effets de cette crise sociale, en plus, vont nous accompagner pendant de nombreuses années. On pense qu'on arrivera à revenir à un état normal d'ici 1 an et demi, voire 2 ans, dans les scénarios les plus optimistes. Donc, on est effectivement à l'aube d'une crise sociale sans précédent en Israël. Aujourd'hui, si le système tient, c'est, comme je le disais, grâce au secteur associatif, des organisations comme la Tech qui sont montées au créneau, mais aussi grâce essentiellement, je dirais, aux municipalités et aux administrations locales. Mais attendez, je vous arrête, Gilles, parce que il y a un chiffre qui a été avancé à de multiples reprises, c'est 80 milliards de shekels. Où sont-ils passés? Où vont-ils passer ces 80 milliards de shekels? Bonne question. Une partie de cette aide, d'abord, de ces 80 milliards de shekels, c'est une aide qui n'ira pas véritablement sur le terrain. C'est une espèce de garantie de l'État sur des prêts que pourraient prendre les gens. Donc, l'État ne s'investit pas véritablement. Une autre partie de ce chiffre-là, c'est tout simplement des chiffres qui sont recyclés. C'est des programmes de développement qui avaient été mis en place par l'État et qui sont simplement concentrés à l'intérieur de cette somme. Donc, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement se moque un peu de la population, là? C'est un euphémisme dans le sens où si je prends le sujet particulier de lutte contre la pauvreté ou de lutte contre l'insécurité alimentaire, il y a eu de façon ponctuelle à destination de certaines populations un effort qui a été fait
pour répondre à la crise du coronavirus, mais il n'y a aujourd'hui aucune décision qui a été prise sur la base budgétaire concernant la question de la pauvreté ou d'insécurité alimentaire. Pratiquement rien. Les choses qui sont arrivées sur le terrain sont des choses qui ont été décidées avant la crise, ou quand elles ont été décidées, ça a été des choses extrêmement limitées et marginales. On parle notamment dans ce package de 80 milliards de shekels d'une ligne d'allocation budgétaire de 200 millions de shekels à destination du secteur associatif. Malheureusement, ce n'est aujourd'hui qu'un effet d'annonce. Aucune décision n'a été prise, aucune formalisation de cette aide n'a été mise en place, aucun critère n'a été décidé. C'est-à-dire que si aide du gouvernement il y a, elle arrivera bien après la vague de la crise, bien après qu'on ait besoin de et pourtant, nous avons interrogé depuis le début de la crise des économistes qui nous disent que l'État d'Israël est en situation économique relativement favorable, c'est-à-dire qu'il dispose de réserves, même s'il y a un déficit, il n'est que de 50% par rapport à d'autres pays comme la France où il est de 100% ou 110%, et qu'on pourrait lâcher du lest du côté du gouvernement. Comment vous expliquez que finalement ça ne se déroule pas encore? Est-ce que vous pensez que ça va peut-être venir dans une seconde vague, ou alors c'est la politique on va dire capitaliste de Netanyahou qui s'exprime là à nouveau? C'est tout ça à la fois. D'abord, il faut comprendre que nous sommes en train d'affronter une crise avec une absence de leadership forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entité véritable qui prend des décisions. Toutes les décisions en fait relèvent d'un espèce de jeu de force entre d'un côté le département du budget, de l'autre côté le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, le bureau des Affaires sociales, etc. Donc encore une fois, chacun regarde son précaré et essaye de conserver ses propres intérêts. Je crois que la crise que nous traversons et le fait que l'aide n'arrive pas sur le terrain est essentiellement une crise de leadership. Pensez simplement que nous n'avons pas véritablement de ministre du Trésor aujourd'hui, que le ministre de la Santé gère la crise dans une situation où il est en quarantaine et qu'il a échoué à communiquer en face de sa communauté sur la problématique du coronavirus, où on a un Premier ministre qui est en situation extrêmement délicate de légitimité d'exercer son pouvoir. Donc on est dans une situation où il n'y a pas de leadership, personne qui est là pour prendre mais en même temps, Gilles, dites-moi si je me trompe, mais si on compare à ce qui a été fait dans d'autres pays, alors je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais on a le sentiment qu'Israël n'est pas très loin au niveau de l'effort, en tout cas financier, insufflé dans l'économie pour essayer de gérer la crise. Alors effectivement, vous nous dites que ça n'arrive pas en bas, de l'échelle aux personnes les plus nécessiteuses, mais les données ont été comparées il y a quelques jours ou quelques semaines. On voit que c'est pas très loin dans les pays occidentaux qui ont été touchés par la crise également. Pourquoi finalement l'État d'Israël est-ce que vous reprochez à l'État d'Israël ou au gouvernement d'être plus, on va dire, moins généreux, on va dire, dans ces mesures? Je vais vous donner un exemple. La Tête vient de lancer depuis un mois une opération destinée à apporter de l'aide alimentaire et des produits d'hygiène à 15 000 nécessiteux au-dessus de 75 ans dans tout le pays. C'est une campagne qui nous a obligés à lever plusieurs dizaines de millions de shekels pour pouvoir mettre en place cette aide dans un minimum de temps. À plusieurs reprises, on s'est tourné vers le gouvernement pour avoir une participation du gouvernement pour mettre en place cette aide d'urgence qui était une nécessité vitale pour cette population. Le gouvernement a refusé, n'a pas mis un shekel dans cette opération en jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir les vannes. Donc, là encore, j'ai l'impression que le gouvernement, le ministère du Trésor, les personnes en charge attendent qu'il y ait une véritable révolution avant d'ouvrir significativement les vannes budgétaires. Effectivement, Israël aborde cette crise économique d'une meilleure façon que les autres pays à travers le monde. Effectivement, il y a possibilité de lâcher du lest. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi cette aide n'arrive pas sur le terrain. Et effectivement, il y a une doctrine économique israélienne qui est très forte. C'est une relance vers le haut, c'est-à-dire qu'on attend des entrepreneurs de rouvrir les sociétés, de réengager des gens pour pouvoir diffuser des ressources financières vers les populations les plus nécessiteuses. Malheureusement, si on prend le secteur du tourisme ou le secteur de la restauration, c'est là que vous allez trouver les principales victimes sociales. Le secteur du tourisme, le secteur de la restauration, ils vont prendre des mois, voire des années à se remettre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont s'installer durablement dans la pauvreté parce que c'est des gens qui n'ont pas d'économie. Il faut demain payer le loyer, il faut demain répondre aux dépenses du foyer. Personne n'a, dans ces populations-là,
d'argent devant lui. Alors je vais me faire l'avocat, Gilles, je vais me faire l'avocat du diable. Avec une association, par exemple, comme La Tête, qui est une association extrêmement puissante, qui arrive à drainer énormément de moyens pour venir en aide aux nécessiteux, comment finalement, expliquez-vous qu'alors que cette association existe depuis maintenant plus de 15 ans, hein, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, comment plus de 20 ans. 25 ans. 25 ans, bien oui, comme le temps passe. Et comment vous expliquez que finalement le gouvernement ne soit pas un interlocuteur, vous ne soyez pas un interlocuteur respecté par le gouvernement alors que votre action, elle est louable, elle est méritable? Je pense qu'il faut d'abord relativiser la notion de gouvernement. Si nous avions une entité cohérente qui coordonnait ses décisions, qui avait une vision d'ensemble sur la gestion de son budget, on pourrait effectivement demander une réponse du gouvernement. L'essentiel de la réaction à la crise du coronavirus est le fait de ministères localisés qui chacun est en négociation avec le ministère du budget pour essayer de pousser en avant des mesures qu'ils pensent correspondre. Donc pas de vision d'ensemble, pas d'effort coordonné de l'utilisation des ressources de l'État, un appareil au niveau national, au niveau gouvernemental qui a extrêmement de mal à arriver sur le terrain. Les gens qui portent aujourd'hui la crise du coronavirus sont encore une fois les municipalités. C'est les fonctionnaires des municipalités qui sont aujourd'hui les héros de cette crise. C'est ces gens-là, dans les départements d'aide sociaux, notamment des municipalités, qui ont fait face, qui ont su identifier les personnes dans le besoin, qui ont su orienter une partie de l'aide vis-à-vis de ces gens-là, qui ont su coordonner l'activité entre le troisième secteur, c'est-à-dire le secteur associatif et les mairies. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, Israël n'est pas dans une situation de révolution. Je pense que la crise du leadership, c'est pas simplement une expression, c'est aussi une réalité de terrain. Quand vous avez l'appareil d'État qui est complètement bloqué en termes de décision, rien de coordonné ne peut se faire. La Knesset met des bâtons dans les roues au gouvernement, le gouvernement ne sait pas quoi décider. Mais en même temps, alors c'est vrai, mais quand vous le décrivez tel que vous le décrivez, on peut le comprendre aisément, mais en même temps, on a le sentiment que la crise au niveau médical, sur l'aspect au niveau de la protection de la vie, et Netanyahou l'avait dit depuis le début de la crise, la santé prioritaire sur l'économie. C'est pas l'économie qui va amener la santé, c'est la santé qui va restaurer l'économie. Quelque part, au niveau de la santé, on a le sentiment que ça a été bien géré, puisque finalement Israël se retrouve parmi les pays qui sont les moins touchés par la crise dans le monde occidental. Je ne veux pas me prononcer sur la question de la gestion sanitaire de la crise, je n'ai pas les outils pour ça. Mais en ce qui concerne la gestion sociale, je crois qu'on est dans une absence de compréhension de l'ampleur de ce qu'il y a en face de nous en termes de crise sociale. Demain, vous allez avoir plusieurs centaines de milliers de familles qui vont rejoindre les familles en situation de pauvreté en Israël. Vous allez avoir des gens qui n'auront aucune solution financière. C'est aujourd'hui qu'il faut donner une réponse à ces gens-là. C'est pas demain, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois quand il sera trop tard, c'est maintenant. C'est-à-dire que si on se relève de cette crise sanitaire dans un désert social, alors ça n'aura servi à rien. Si on va ruiner 70 ans de développement de l'État d'Israël en l'espace de 2 mois, faute de décisions conséquentes pour aider ces centaines de milliers de personnes, voire ces millions de personnes en difficulté, alors on aura raté quelque chose d'important. Nous avons les outils, nous avons les moyens en Israël, comme vous le dites, la situation économique d'Israël est bonne, nous avons des ressources pour faire face à cette problématique sociale. C'est le moment d'agir et d'agir fortement, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait les Français, comme l'ont fait les Américains. Nous sommes à la traîne dans l'intervention étatique sur la question sociale. Regardez ce qui s'est passé. Et quand vous faites passer ce message aux dirigeants israéliens, vous avez une fin de non-recevoir, vous recevez une fin de non-recevoir, ou alors on vous écoute pour vous faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites passer ce message-là ? Écoutez, on est perdu dans une espace de bruit médiatique et gouvernemental extrêmement fort où tout se mélange et les effets d'annonce viennent remplacer les actions sur le terrain. On nous dit, on comprend la détresse donc que vous nous décrivez, nous essayons de vous aider, nous allons vous aider, demain ça va se faire, etc. Et à chaque fois, ça revient en arrière. Donc,
on est perdu dans une espèce de bureaucratie qui est incapable de trancher et incapable de prendre la décision pour amener cette aide sur le terrain. En individuel, l'ensemble des hauts fonctionnaires du ministère du Budget ou du ministère de la Santé ou du ministère des Affaires sociales avec qui nous discutons, y compris le bureau du Premier ministre, disent on comprend, nous serons là, nous allons vous aider. Mais dès qu'il s'agit des faits, dès qu'il s'agit de mettre en place une décision, rien ne se passe. Tout est bloqué. Effectivement, l'absence de gouvernement officiel ne facilite pas les choses. Il y a sans doute énormément de raisons pour expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, il y a une réalité auquel il faut donner une réponse. Il y a ces centaines de milliers de personnes qui rejoignent Je crois que ce qui s'est passé hier n'est qu'un début. La problématique des indépendants est sans doute l'étincelle qui pourrait déclencher une crise sociale, une crise dans la rue sans précédent. Je crois qu'il serait intelligent et important pour le leadership de pays de comprendre que nous sommes en train de jouer avec le feu, que le retour à la normale va être désastreux, que nous allons retrouver une économie qui va être complètement détruite, en tout cas en ce qui concerne les secteurs où les populations nécessiteuses ont l'habitude de travailler, encore une fois. C'est les secteurs d'activité qui ne nécessitent pas de diplôme, qui sont dans les zones de la périphérie géographique et la périphérie sociale israélienne, qui vont être les entités, ou en tout cas les secteurs les plus touchés par cette crise-là. La high-tech va continuer à fonctionner, l'industrie va continuer à fonctionner, le service, les tourismes, qui emploient le plus de gens en situation de nécessité, c'est eux qu'il va falloir aider, et il faut les aider d'urgence. Eh bien, Gilles Darbon, merci beaucoup. C'était très instructif, très important de discuter avec vous ce matin, d'entendre votre approche, votre vision des choses, qui n'est pas particulièrement optimiste, mais on la comprend, elle est bien expliquée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et bonne continuation et bonne santé surtout. Merci à vous. À bientôt. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.